retenir du Grand Prix d'Autriche 5, comme le nombre de victoires d'affilée de Max Verstappen, c'est plutôt les 20 pénalités attribuées aux pilotes pour franchissement de piste. Mais quelle mouche a piqué la FIA de fausser autant l'intérêt d'une course? De quoi rendre fou de rage Hamilton qui a multiplié les messages à la radio. Est-ce un signe de démotivation? Peut-on encore arrêter Verstappen? Pas la FIA qui ne lui a attribué aucune pénalité. Est-il devenu intouchable? Faudra-t-il attendre la nouvelle réglementation 2026 pour mettre fin à l'ultra-domination de Red Bull? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 6e numéro d'On refait la F1. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, c'est important, à notre chaîne YouTube et bien sûr à liker la vidéo s'il vous plaît. On refait la F1, vous le savez, c'est chaque jeudi avant un Grand Prix et pour arbitrer, c'est dur à dire. Nos fanats du paddock dont l'expertise est parfois de mauvaise foi, nous avions besoin d'un team principal, monsieur Eric Boulier, Radio Tchèque. Eric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Qui est en duplex du côté du sud de la France. En plateau, un fan d'Alpine, Guillaume Pommier de Training You, une start-up du village Bastia. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À tes côtés, notre polémiste de la F1, il touche toujours le doigt toujours où ça fait mal, fan de Lewis Hamilton et de son écurie Mercedes en tant qu'il signe chez Ferrari. Ça semble chaud, on va en parler aujourd'hui. Monsieur Laurent Pantanat. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde, sauf la FIA. Voilà. Elle a beaucoup de goût, mais parfois elle se laisse aller, notamment à être fan de Red Bull, une fan absolue de Red Bull, Anne-Sophie Gariel. Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Tu peux me contredire. Hein, Il manquait le Sophie, c'est surtout ça qui... J'ai dit Anne-Sophie? Non, t'as dit Anne. Oh, ben Anne-Sophie. En duplex, le maire du village Bastia, monsieur Pépon, alias Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et notre père à tous, Don Camillo, le grand fan de Ferrari bien sûr. Monsieur Alain Di Duca qui est cofondateur de Circle avec Eric Boulier bien sûr. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Alain surtout. Bonjour Alain, je fatigue les enfants. On est voilà. Ça va bien Alain, on a retrouvé le sourire. Forza Ferrari. Oui. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Quant à moi, vous le savez, je demeure un fan très équilibré, vraiment sans exagération, d'un pilote qui est le meilleur du peloton, à savoir Fernando Alonso. On enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche avec une nouvelle victoire de Verstappen qui porte à 7 déjà le nombre de victoires depuis le début de la saison. Mais c'est un autre chiffre qu'on a retenu, c'est le chiffre 20. C'est le nombre de pénalités infligées pour dépassement de piste lors du Grand Prix. Énormément de pénalités, 12 pénalités rien qu'après la ligne d'arrivée, 5 heures après le drapeau à Damir, c'est du jamais vu. On a regardé le nombre de pénalités qui sont tombées et le pauvre Esteban Ocon du côté d'Alpine Guillaume qui s'est fait exploser, c'est moins qu'on puisse dire. Carlos Sainz qui perd sa 4e place au profit de Lando Norris et de Fernando Alonso qui remonte d'un point. En tout près de 1000 situations litigieuses étudiées à la vidéo. Toujours, oui. Et surtout 2 seuls pilotes qui n'ont pas fait de faute. Et 2 seuls pilotes qui sont passés au travers du filet. Toujours le même. Russell et Guanyu Zhou. Et Verstappen aussi. Non. Leclerc. Non, Russell et Guanyu Zhou. Non, il n'y en a que 2, Russell et Guanyu Zhou. Ouais, mais ils n'ont pas eu de pénalité, Non, Verstappen. ils n'ont pas eu de pénalité, mais il n'y en a que 2 qui ne sont pas dans les 1200. C'est un truc incroyable. Ouais, bon, bref. Le problème concernait surtout principalement les virages 9 et 10, hein, Eric. C'est des virages compliqués. Difficile. Alors, c'est des virages qui ne sont pas plus compliqués que d'autres, hein, mais c'est une situation qui n'est pas forcément très sympa pour la F1, même plutôt, comment on dit, on peut dire amateur. Hein. À la base, il y a tout un process d'homologation de circuit, donc un circuit doit être homologué, et ça aurait déjà dû être alerté à ce moment-là. Et effectivement, comme d'ailleurs l'ont dit certains patrons d'écurie, quand on en voit déjà autant d'infractions le vendredi, il est peut-être temps de faire des choses et de prendre des dispositions, parce qu'après, c'est un peu ridicule quand même. Alors, Hamilton qui a été pénalisé de 10 secondes, Pierre Gasly qui est passé en 10e position derrière Lance Stroll, le pompon, on l'a vu, c'est pour Ocon, 10 infractions et 30 secondes de pénalité. Bon, à un moment donné, c'est qu'il y a une couille dans le potage, pardonnez-moi l'expression, mais là, ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, comment elles ont été attribuées les pénalités, Laurent ?
Non, c'est pas ça. C'est d'abord, la remarque de Eric est hyper judicieuse. C'est le vendredi, ils auraient dû se rendre compte que ça allait pas, quoi. Alors, une des raisons pour lesquelles ça va pas, c'est que ce circuit, il est aussi utilisé pour le MotoGP. Ouais. Et donc, en fait, ils veulent pas mettre à cet endroit apparemment de gravier. Ça poserait un problème si De c'était. sécurité. Ouais, un problème de sécurité. Mais le problème, c'est qu'il faut une règle. Donc, ça veut dire que c'est juste que cette courbe, elle est pas bien faite, quoi. Alors, comment la Donc, FIA, pourquoi des infractions à partir de. Quelles étaient les limites, sans jeu de mots, Non, qui mais étaient fixées par. la règle, elle est simple, je crois que c'est l'article 33, je crois, du règlement. Je suis pas sûr, hein, mais je me semble. De tête. Hein? De tête, tu fais ça de tête. Oui. Non, mais j'ai lu, parce que je suis allé lire. En fait, non, mais grosso modo, c'est simple. La piste, elle a une limite. La limite, c'est la ligne blanche. La ligne blanche est considérée comme étant la limite, donc elle est encore Okay. sur la piste. Ouais. À partir du moment où tu as 4 des roues qui sont en dehors de cette ligne blanche, tu es en dehors de la piste. Non, pas 4. 4. Ah, des 4, d'accord. 4. Les 4 roues. Et à partir de 4 infractions. Les 4, il n'y en a que 4 à la base, oui. Oui, c'est vrai. J'ai tiré la scie rouge, ça fait quelques années. Merci, Eric. Oh, ouais. Bien fait. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Olivier, Oui. Olivier, heureusement qu'Aston Martin était là pour faire respecter la règle. Hein. Non. C'est Et le seul encore moyen, je une pense, fois, qu'ils vont trouver. heureusement que les juristes d'Aston Martin sont venus foutre le bordel, quoi. Incroyable, ouais, c'est eux, ils misent pas sur des ingénieurs, ils misent sur des juristes, c'est très bien. Ouais, Et bon, pas de du coup, problème. ça a permis quand même d'avoir quelques points supplémentaires. Alors, si on C'est peut bien. expliquer la règle pour que les gens comprennent pourquoi il y a eu des pénalités. Voilà, alors je la redis. Donc la règle c'est Oui, mais en termes 4 roues T'en as dehors, compris tu comptes une fois. Ouais. Au bout de 3 fois, tu as un drapeau noir et blanc te disant que la fois d'après, tu vas être pénalisé. Et donc Pour si tu 4 passes. De infractions. 5 secondes. Merci. S'il y en a une juste après encore, ça passe à 10 secondes. Ouais. Et ensuite, on remet les compteurs à zéro. Et donc, on a vu que Ocon a pris 30 secondes derrière après la ligne d'arrivée. Donc à nouveau, ça remet à zéro le décompte des infractions. Et donc c'est pour ça qu'Ocon s'est repris 30 secondes derrière. Alors, c'est effectivement Anne-Sophie qui a dit juste, en fait, quand vous avez 4 infractions, vous prenez 5 secondes, la cinquième 10 secondes, et après vous remettez tout à zéro. Donc, en fait, vous en refaites 4 derrière, ça Ouais. fait votre total, il est maintenant à 13. Vous reprenez 5 secondes, etc. Et ça continue comme ça. Et le pauvre Esteban Ocon en a pris beaucoup, malheureusement. Gasly aussi, et ça a fait reculer la belle écurie alpine dans ce Grand Prix. Mais très très belle écurie alpine, magnifique, de toute beauté, bleue et rose. Les Ferraris, est-ce qu'il faut changer des règles? Et quelles règles il faudrait mettre en place pour permettre, je dirais, un Grand Prix serein pour les pilotes? Parce que c'est juste pas possible. Et on n'a pas encore Moi, je parlé dirais que pourquoi ne pas être capable de faire ce qu'on fait en GT3 du côté de Stéphane Rattel, où on a une course de 24 heures de Francorchamps, où les gens prennent les pénalités, ça se sait tout de suite, c'est instantané, Oui. on connaît le tarif ne diminue pas non plus, hein, c'est un tarif clair, mais la pénalité est connue instantanément. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire ça en Formule 1? Comme dit Eric, on voit le problème vendredi, il pouvait être solutionné facilement le dimanche, quoi. Bon, rappelons 1200 infractions. Donc là, ils ont passé la journée devant les caméras, devant les moniteurs vidéo, hein, Eric. Ah oui, les résultats sont tombés plusieurs heures après l'arrivée du Grand Prix. Donc, mais je répète, plus que d'être réactif, mais là on l'a vu, ils l'ont pas été le vendredi. Il y a un process d'homologation du circuit, ça aurait déjà dû être pensé avant. Et je sais qu'Alain a raison, quand le MotoGP partage la piste, il y a des compromis à faire, mais il doit y avoir aussi des solutions techniques qui doivent être approuvées et qui doivent être mises en place avant le week-end. Surtout qu'il y a d'autres circuits. Il y a d'autres circuits où il y a et la Formule 1 et le MotoGP. Puis on a du mal à comprendre pourquoi c'est si compliqué Voilà. de rajouter un bac à gravier pour la F1 et de l'enlever pour C'est pour le de MotoGP. l'argent, hein. C'est compliqué. Ça coûte cher. Mais attends, Red Bull est blindé, ça va, Eric. Et il y a un autre truc, c'est que ces deux virages-là, c'est pas comme ça sur tous les circuits, ces deux virages sont fondamentaux. Ouais. Donc, à dater du moment où c'est fondamental, ben oui, il y a le risque d'eux. D'ailleurs, il y a qu'à les voir passer, c'est quand même des artistes, quoi. Ils sont à plus de 200 km/h et c'est au cordeau. Ben bon, évidemment que. Mais quand on le sait, ben on prend les décisions avant et les sanctions, elles tombent tout de suite. Et ce qui est compliqué de comprendre, c'est pourquoi il y a une telle latence dans la prise de décision, une telle lourdeur au sein de la FIA pour prendre une décision aussi simple en disant bon, ça fonctionne pas, on met un cône, tu sais, Toto Wolff a proposé de mettre un système de limite de piste qui détruit en gros le fond plat de la voiture. Voilà, pourquoi on sait que ça, on va dans le mur et on veut surtout pas prendre une décision pour que ça soit la mauvaise. C'est pas nouveau, hein, Olivier. Je vais rappeler 2 précédents. Le premier et plus récent, c'est en 2021, il me semble, à Spa-Francorchamps, où on savait dès le vendredi qu'il allait pleuvoir le dimanche. Ils ont rien fait et on a eu une simulation, un simulacre de course avec 2-3 tours pour pouvoir homologuer cette course. Et puis le second Qui a donné le championnat à Verstappen. Hein. Au passage. Et
Je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Tu l'as encore là, hein, tu l'as encore là. Il est toujours là. Et le second Je pense que exemple, si je croisais Massy dans la rue, je pense que je pourrais lui mettre un coup de boule. Quoi. Direct. Le Direct. pauvre, il a tout perdu, le pauvre Massy. Il prendrait quand même un coup de boule. D'accord. Et le Fini, second- Guillaume. le Te laisse second- pas impressionner pas du par- tout. par- Non, par la grande forcément, dès qu'il peut défendre Hamilton, il le fait. On pourra revenir sur cette fin de saison avec plaisir. Je pense que Verstappen méritait son titre. Mais bon, c'est un autre sujet. Le deuxième exemple, c'était Indianapolis en 2005, où il y avait un problème de pneus, vous vous rappelez. Ouais. Et Bon, finalement, j'avais 5 ans, mais bon. Et finalement, on a eu une course à 6 ou 7 voitures. Et à chaque fois, la FIA n'a pas pris de décision, a joué l'attentisme. Et malheureusement, on s'est retrouvé le bec dans l'eau le dimanche. Allez, on va pas demander à Eric de se fâcher avec la FIA tout de suite. On avance sur le côté positif de ce Grand Prix avec des Ferrari en progrès. Je vois que vous avez retrouvé le sourire du côté du studio du village Bassia. Leclerc second, Sainz malgré sa pénalité sixième. Ferrari en tout cas a plus progressé lors de ce Grand Prix que Mercedes et Aston qui demeurent largement dominés en vitesse pure par Red Bull. Vos sentiments, les tifosi? Oui, un sentiment naturellement très positif d'avoir un Charles Leclerc qui arrive deuxième. C'est quand même la deuxième monoplace qui était la plus rapide sur le circuit. Donc on voit bien que c'est... Bon, Max va être difficile à rattraper, mais pour toutes les écuries... Sainz était plus rapide à un moment donné, hein, mais bon... Alors, attention, Sainz était plus rapide. Ça reste une Ferrari. Sainz a fait une très bonne course, c'est vrai, mais rappelons juste une chose, au moment où il a demandé quand même à vouloir dépasser Leclerc, c'était vers 15h20, c'était au moment où justement il était sanctionné, ou pas encore sanctionné en tout cas, comme ayant dépassé les limites de piste. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'il avait à la fois le DRS et en même temps il n'était pas dans la piste. De fait, il était plus rapide que Leclerc. Donc je nuancerai un petit peu quand même la performance de Sainz, même s'il a fait le spectacle, même s'il a été excellent face à Sergio Pérez. Mais je pense qu'il a fait une très bonne course, Leclerc, en Autriche en tout cas. Moi, il m'a éclaté. Hein. Oui. Bon, franchement, moi, j'ai adoré à son niveau. Hein, il faut le remettre dans sa catégorie niveau. Mais le mec, il s'est battu sur tout. Il s'est battu avec Pérez, il s'est battu avec tout, dans tous les trucs. Franchement, il m'a fait. Il a un côté combattant quand même. Hein. Il a un côté on a quand même taureau, quoi. Ouais, il est mûr pour aller chez Red Bull. C'est vrai. Revenir sur Red Bull. Alain, est-ce que clairement, il semblerait qu'une hiérarchie soit installée au sein de Ferrari, que Sainz soit officiellement le pilote numéro 2? Ça paraît clair, oui. Mais ça paraît justifié aussi. Hein. Je ne vois pas le problème. Moi, je dirais que les trois trucs de ce Grand Prix, il y a Lando, enfin la McLaren, hein, les nouveaux développements. Il y a Ferrari et puis Max qui marche sur l'eau. Hein. Quand on voit comment il peut passer Charles et la difficulté que peut avoir Checo pour passer Sainz, je veux dire, il n'y a pas d'hésitation, paf, c'est fait. Au revoir, c'est extrêmement impressionnant. Et quand on le voit chauffer ses pneus sur le dernier tour, juste à moins de 5 secondes de Leclerc, quoi. Donc ouais, effectivement, on ne joue pas dans la même catégorie. Ouais. On en parlera tout à l'heure de Red Bull. Tu le disais, Alain, quelle belle course, Eric, de Lando Norris. C'est la bonne surprise, le retour de McLaren. Tout à fait. On voit par contre l'effet un peu non seulement psychologique mais aussi en termes de performance, puisqu'ils ont amené un seul kit pour gagner du temps. Ils ont simplement upgradé la voiture de Lando et on a vu tout de suite la différence. Hein. Piastri était englué dans le fond du classement quand Lando jouait devant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et en tout cas une belle piste de travail pour McLaren. Bien, on verra pour les pronostics, oui. Alors bon, je suis d'accord avec Eric et Alain. Je pense que c'est vraiment le fait de cette course, c'est plutôt l'upgrade de McLaren. Qui n'est pas bon pour Alpine. Hein. Qui n'est pas très bon pour Alpine, mais vraiment c'était impressionnant. Juste une petite nuance, c'est quand même une piste qui convenait historiquement bien à McLaren et où Lando Norris a déjà brillé par le passé. Il avait déjà fait des podiums, il me semble. Ça, il fallait le pronostiquer ça la semaine dernière, monsieur. C'est vrai, et bravo à je ne sais pas qui c'est qui a pronostiqué une troisième place. Ah, tiens, c'est moi. Attendons Silverstone pour voir si vraiment le développement de McLaren va être bon sur le long terme. Mais effectivement, c'est très prometteur. Parlons du pilote le plus important. Après, je peux arrêter l'émission comme ça. Un mot sur Alonso, 5e, une course hors du podium à nouveau. Le pilote espagnol a beaucoup parlé. Alonso Brown Nose. Oui, Brown Nose. Oui, bon. Ce pilote espagnol a fait beaucoup parler de lui samedi lors de la course sprint. C'est parce que souvenez-vous, lors de la course sprint, il s'est passé un truc un peu bizarre. Il s'est retenu de dépasser son coéquipier Lance Stroll, tout se montrant très à l'aise pour le suivre. Est-ce que, selon vous, le pilote ibérique voulait faire passer un message et aurait une consigne particulière de non-dépassement du fils du proprio? En clair, votre avis, qui veut prendre la parole et se lancer dans ce débat passionnant?
Moi, je veux bien. Oui, je veux bien. étonné, tiens. Je suis hyper. Non, alors, je vais te dire, je suis hyper étonné. Je suis incapable de te dire, j'ai pas d'avis. Exactement. Ouais. En fait, le mec, il est tellement battant. C'est tellement un rageux. Surtout, ouais. tu le vois la semaine dernière dans son petit coup de volant, elle est tout le temps. Et ça fait 2-3 fois qu'il fait des choses un peu mielleuses. Et alors qu'il y a il y a une compétition. Hein. Je veux dire, c'est pas avec Stroll la compétition qu'il a. Il a la compétition. Il a derrière, il a tout le monde au cul qui va remonter. Il va avoir Hamilton, il va potentiellement avoir Leclerc qui va sur la fin de saison qui va remonter. Donc il y a quand même du risque. Tu vois, quand tu vois que Verstappen, il va se prendre le point dont il n'a pas besoin. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un contrat Je sais pas. Non, qui a dit OK, on te signe, mais tu prépares le petit pour le champion du monde. Je peux pas croire ça. Et je pense que le mec Eric nous disait que quand il avait dans ses équipes, le mec, il se battait pour pas aller faire les présentations aux partenaires. Je veux pas que le mec, sportivement, il accepte ce truc-là. Donc j'ai du mal à y croire, mais c'est dégueulasse, quoi. Ce qu'on a vu, c'est dégueulasse. C'est une réaction. Je t'en prie. Moi, je suis pas étonné du tout. Alonso, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de politique. Je pense que c'est pas une règle écrite dans le contrat, mais c'est une règle morale qui s'est dictée à lui-même pour protéger Lance Stroll et pouvoir favoriser sa place à long terme dans le développement de l'écurie. Donc c'est Ouais. J'ai du mal à partager ce que tu dis, Guillaume. Enfin, moi, je suis plutôt de l'avis de Laurent, c'est-à-dire que soit c'est contractuel. Et OK, il a accepté ça et je vois pas pourquoi. Et le fait d'avoir accepté ça, si jamais c'est le cas, je trouve que ça impacte très négativement ce qu'est la Formule 1 et ce que doit être. Et ça va. Et c'est Ferrari qui vient nous dire ça. Franchement. Ben oui, non, mais Schumacher, Barrichello, t'as oublié la période Janton. Donc on peut pas imaginer ça. En tout cas, ce que tu dis, Guillaume, c'est pure spéculation. Enfin, à moins que tu aies téléphoné à Alonso pour savoir ce qu'il pensait, mais j'y crois pas, quoi. Et donc, voilà, j'ai du mal à imaginer. Ça peut être que contractuel s'il l'a fait et rien d'autre. Alain, tu confirmes ? Ouais, je confirme, et je dirais que ça pourrait même être plus simple, c'est de dire, bon, on ne se dépasse pas quand il n'y a pas de risque, ce qui était le cas. Mais c'est dans les deux sens, selon toi. C'est pas que pour Alonso par rapport à Lance. Lance, lorsqu'il est derrière également, n'a pas le droit d'attaquer Alonso ? Je pense. Enfin, il n'y aura pas de favoritisme. OK. La règle, ça peut être ça. Hein. Et or là, ils auraient gagné une place en part. Il a voulu juste montrer qu'il était beaucoup plus rapide que Lance, et puis voilà, et c'était évident, quoi. Allez, monsieur le team principal, toi qui l'as engagé, qui l'a fait partir chez Ferrari pour McLaren, quel est ton sentiment pour ça, par rapport à Alonso ? Écoute, jamais c'est dans un contrat, ça. Jamais. C'est impossible, effectivement. Les contrats sont tous contrôlés et validés par un organisme indépendant en Suisse. Donc, non, ça, c'est pas possible. Par contre, je pense plus, moi, à, effectivement, comme disait Guillaume, un petit côté politique, dans le sens où on est au mois de juillet, il sait qu'ils vont jamais rattraper Red Bull. Il est possible aussi qu'en interne, là, ils sont en train de déménager dans la nouvelle usine. Ils ont commencé à y aller il y a quelques semaines, quelques jours. Et il est possible aussi qu'ils aient décidé sportivement de geler le développement de la voiture cette année pour se concentrer sur l'année prochaine. Et du coup, lui, il fait des petits cadeaux à son patron pour effectivement être dans les bons petits papiers, comme on dit. Je ne serais pas surpris que ce soit ça. Voilà. Je pense aussi que c'est très, très solide. Voilà. Bien, merci. Une course difficile également pour Mercedes et Hamilton. Le pilote britannique se classe 8e après un déclassement en raison de multiples franchissements de limites de piste. On en a parlé tout à l'heure. C'est dur pour le ex-champion du monde qui n'a pas arrêté de se plaindre à la radio. La pleureuse Hamilton est-elle de retour ? On en parle. Hamilton la pleureuse, Hamilton nulle part, en difficulté, sanctionné pour franchissement de piste et des appels à la radio du pilote anglais à répétition pour se plaindre à tel point que le patron, chose rare, Toto Wolff, est intervenu en cours de course pour le faire taire. Qu'est-ce qu'il a déclaré ? On sait que la voiture est mauvaise, pilote-la s'il te plaît, et puis en gros, conduis et tais-toi. Laurent, la pleureuse est de retour ? Oui, je pense que oui. Je pense que Hamilton a fait un seul truc bien ce week-end. C'est la masterclass du départ de la course au sprint.
Regardez-la en embarqué. Moi, je suis allé la regarder, c'est monstrueux. Tu vois rien, il te double, il fait un dépassement par la droite entre le mur et tout. C'est tout ce qu'il a fait de bien dans ce week-end. Après, attention, il a pas été nul. Hein. À hauteur de la capacité de la voiture, il était quand même 4e, 5e. Tu vois, il espérait aller un peu plus. Et après, il est déclassé. Le mec est sorti un nombre de fois. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'un mec comme Hamilton, qui comprend, il se prend, tu vois, qui continue à sortir, tu vois, il sait la complexité il sait des choses qu'on ne sait pas, surtout. Non, non, mais surtout, le mec, il a quelques tours de piste à son actif, quoi. Donc, à un moment donné, il prend un drapeau noir et blanc, on lui annonce au truc, il doit... Alors moi, ce qui me surprend plus chez Hamilton, et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semblait désabusé, c'est son attitude, hein. Pas tellement l'attitude sur la piste, mais son attitude à la radio. Il semblait désabusé, démotivé, Guillaume. Et il me fait un peu penser à la frustration que pouvait ressentir Alonso lorsqu'il était chez McLaren, pardon Eric, où rien n'a pas bien fonctionné pour lui. Il ne pouvait pas prétendre ni à la victoire, ni évidemment au championnat. Et ça l'a carrément poussé à prendre sa retraite, anticipée. Il est revenu depuis, mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans le même état d'esprit qu'Alonso il y a 4 ou 5 ans. Moi, je le trouve très sévère avec Hamilton ce week-end. Ouais. Il est à sa place. C'est la Mercedes qui n'était pas très performante ce week-end. C'est pas forcément lui qui a sous-performé par rapport à la qualité de la voiture. Il était 4, 5, 6. Il a un peu rétrogradé à la fin avec les pénalités. Mais Russell n'a pas été meilleur. Alors c'est vrai qu'Hamilton doit peut-être emmener la voiture. Donc je dirais il s'est un peu plaint parce qu'effectivement il y a un peu de frustration. Ils avaient fait un pas en avant en Espagne, au Canada. Et là pour le coup dans la course au développement ils ont un peu reculé par rapport à Ferrari. Donc je pense que c'était plus lié à ça. Et c'est plutôt conjoncturel. Mais il n'y a pas de danger ou de menace à mon avis sur ça. Anne-Sophie. Mais est-ce que c'est pas aussi dû, alors pour Hamilton je sais pas, mais il y a eu quand même des gros décalages entre les moments où les pénalités sont tombées et où les fautes ont vraiment été effectuées. Notamment après la ligne d'arrivée. Et donc c'est un peu perdu certains pilotes et ça peut générer aussi beaucoup de frustration mais là je suis pas sorti, pourquoi est-ce que ça tombe maintenant, j'ai pas réussi à adapter ma trajectoire au moment où il aurait fallu que je le fasse, donc ça me pénalise, plus la voiture effectivement qui est pas au top et donc ça n'arrange rien. Moi je l'ai pas trouvé si pleureuse que ça, je le trouvais un peu... Ça virait ta cutie toi aussi cette semaine. En tout cas, on sait que dès qu'on touche au réglementaire, dès qu'on touche à la FIA, il est un peu... Voilà, après ce qui lui est arrivé à Bahreïn il y a 2 ans et où il a perdu le championnat suite à une décision de la FIA. Controversée. On le sent vraiment... Dégueulasse, une décision controversée. Abjecte. Eric, ou les Ferraris, faut-il s'inquiéter du fait également qu'il n'a pas encore signé son prolongement de contrat chez Mercedes? Est-ce que tu le sens démotivé, comme a pu être en son temps démotivé Alonso? Il l'est un peu, effectivement. Plusieurs raisons à ça, effectivement. C'est quand même la voiture qui n'est pas là. Quand on a été habitué à dominer pendant aussi longtemps, c'est vrai que ça fait mal. Un Russell, quand même, qui lui taille quelques croupières de temps en temps. Donc, en tout cas, ça mordit et ça finit par faire mal aussi. Donc, je pense qu'il est effectivement à un stade de sa vie dans sa tête où il y a beaucoup de tentations d'aller faire autre chose dans sa vie. Il a de l'argent, il est connu. Et voilà, après, garder la motivation pour reprendre, c'est compliqué. Il y a aussi un petit détail, c'est que tu parlais de frustration tout à l'heure, mais il faut savoir que les ingénieurs, toutes les semaines, vous montrent des sauces incroyables en vous expliquant qu'on va amener 2-3 dixièmes ici ou là. Et donc, toutes les semaines, les pilotes se retrouvent dans une situation où ils sont boostés, ils sont obligés de croire dans le projet, croire en eux-mêmes. Et la plupart du temps, ils sont frustrés parce qu'on n'a pas retrouvé les 3 dixièmes ou alors toutes les équipes ont amené 3 dixièmes. Et du coup, ça n'a rien changé. Donc, effectivement, ça, c'est très érodant en termes de motivation. Et voilà. Donc, je pense qu'il l'a un peu. Est-ce qu'il le démotive également? C'est qu'on est un peu dans la... Oui, pardon, Eric. Ouais, et puis je pense qu'effectivement, il fait traîner un peu ses négociations contractuelles. Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire l'année prochaine ou est-ce que parce qu'il pense qu'il n'est pas assez payé? Et ça aussi, ça fait partie de la frustration d'un pilote. Une frustration en plus qui est exacerbée par une autre frustration, celle de l'année dernière. On voyait les performances de la Mercedes en dents de scie et ça semble recommencer cette année, Laurent. Ouais, ça semble recommencer. Oui. Après, je pense que les développements sont compliqués et puis tous les circuits ne correspondent pas. Je pense que Silverstone sera intéressant parce que Silverstone correspond plus à la suite des circuits. Tu vois, la Spielberg, il est un peu particulier. Par contre, on ne parle pas du tout quand même de la qualif de la SQ, de la qualif du sprint ou pas? Si tu veux, mais enfin moi je trouve cet exercice... Lui, c'est pas trop plein d'ailleurs. Superfétatoire. Il s'est fait baiser par Verstappen, mais c'est pas trop plein. Je comprends pas. Bip. Ouais. Non, mais il y a un truc que j'ai trouvé symptomatique quand même, c'était le ton et l'intervention de Toto. Ouais, c'est c'était ce que disait Eric, là on est en période de négo et
j'ai trouvé Toto assez nerveux par rapport à son intervention. Ouais, il y a quelque chose qui couvre. On aura la réponse. La season commence. Hamilton qui grogne, Verstappen qui lui affichait un très large sourire à la fin de ce Grand Prix. Il est vrai qu'il a tout gagné ce week-end dernier. Alors les amis, est-ce qu'on peut-on encore arrêter Verstappen? On l'a dit, Verstappen a tout gagné, 5e victoire d'affilée pour Max, la 7e en 9 courses en 2023. Spielberg, l'ogre Batave a tout mangé, il s'est classé en tête des séances d'essai, remporté toutes les séances qualif et les 2 courses, sans oublier la meilleure tour en course en faisant un arrêt au stand supplémentaire. Alors l'arrêt au stand, les amis, à 2 tours de la fin, pour enchaîner sur le meilleur tour en course, ça a vraiment enfoncé le clou. Et si, je ne sais pas comment vous avez pris la chose, mais si Red Bull tentait de minimiser la domination, là, il a vraiment prouvé qu'ils étaient seuls au monde. Et encore une fois, c'est une gifle pour le reste du plateau. C'est une gifle, c'est surtout une gifle pour moi, pour Pérez, quoi. C'est, tu vois, je te laisse rien, quoi. Tu vois, je vais te montrer qui c'est le patron. Politiquement, je trouve que c'est très mal joué, Anne-Sophie. Oui. Politiquement. De vouloir absolument marquer le coup. Ils sont en train de nous expliquer depuis le début de la saison qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'écart, etc. À la fois, c'est... Sachant qu'ils sont censés être pénalisés sur la soufflerie et tout, que dalle. On n'y est pas encore. Mais sur le fait qu'ils ont tendance à minimiser le fait qu'ils ont de l'avance, là, ils ont prouvé, même si c'est chevaleresque, ça a été. Il y a quand même... politiquement, ils ont montré qu'ils pouvaient se le permettre, quoi. Horner est même jusqu'à aller dire, en citant l'ancien directeur de l'écurie, pas de risque, pas de plaisir. Et effectivement, c'était osé, voire même très insolent. Mais d'un autre côté, pourquoi s'en priver? Et la question, c'était est-ce que Verstappen est inarrêtable? La réponse commence vraiment à être oui. Il l'a encore prouvé. Il a réussi à ressortir avec encore 4 secondes d'avance devant Leclerc après son dernier changement en gomme tendre. Paris gagné. En fait, moi, je trouve qu'au contraire, il allait chercher un point dont il n'avait pas vraiment besoin, mais il a réussi à le faire. Le point de l'humiliation, il ne veut rien laisser, quoi. C'est le caractère de Verstappen, c'est le caractère d'Horner aussi derrière qui a dû bien pousser pour adopter la stratégie. C'est un côté insolent des vainqueurs qui manquent gravement d'humilité, mais que je ne peux pas m'empêcher de... Ça m'amuse un peu. Ça m'aime bien. Fabrice, Alain, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude politiquement? Vous avez trouvé ça c'est un geste de compétiteur. Comment vous avez perçu la chose? Parce que, effectivement, même si Sainz et Leclerc étaient loin, on n'était pas à l'abri d'un bug au moment de l'arrêt au stand. Voilà, moi j'ai vu une opportunité en fait. Tu m'étonnes. Je me suis dit, c'est peut-être le seul moyen de gagner. Et ils vont peut-être faire une erreur. Bon, non, je me suis trompé. Croisez tous les doigts, allumez tous les cierges. C'était le seul moyen de gagner, c'était effectivement d'avoir un problème au moment du changement des pneus. Ça n'a pas fonctionné, dommage. Puis l'erreur sur le changement des pneus, c'était Ferrari, au contraire, avec les deux 4 secondes. Non, mais ils n'ont pas eu le choix, là. Et finalement, ils ont plutôt été bons. Il faut se rappeler juste des résultats. Eric, vous oubliez un petit détail, effectivement. Alors, je suis assez d'accord avec Anne-Sophie, donc pour la première fois, au moins, c'est un peu d'insolence de la part d'Horner et Verstappen. Mais juste un petit détail quand même, c'est une course, le circuit appartient à Red Bull, d'ailleurs on l'appelle le Red Bull Ring maintenant. C'était aussi Red Bull City, et je pense que dans le but d'avoir un peu, la legacy, donc les records, les noms écrits partout, et que ce serait dommage que le meilleur tour de 2023 ce soit Ferrari ou Mercedes qui l'ait fait quand tu es Red Bull et que tu es à la maison. Donc je pense qu'ils ont voulu faire en sorte que dans tous les records de l'histoire de cette course, ce soit Red Bull. Alors, peut-on encore arrêter Verstappen? Peut-on encore arrêter Red Bull? Alors, je sais ce que vous me dites à chaque fois, toi le premier, Eric ou Guillaume, il y a eu par le passé d'autres écuries qui ont dominé, à commencer bien sûr par Mercedes, mais elles avaient pour cela, pour en arriver là, sacrifié une 2 saisons pour prendre de l'avance. On se souvient de l'épisode du moteur de l'air hybride qui a permis à Mercedes pendant 2 saisons, ils n'ont rien fait, mais ils sont arrivés avec le meilleur moteur du marché. Là, rien à voir. Red Bull gagne d'un cheveu le dernier Grand Prix en 2020 dans des circonstances pour le moins obscures. Je cite mon ami non, pas obscur. Laurent. Pas obscur. Des circonstances truquées, quoi. C'est pas pareil. En 2021, du coup. Alors. Il pousse en 2021 la limite de son développement et dépasse du budget cap et enchaîne sur une voiture ultra dominatrice. Et là, il est où le sacrifice de Red Bull?
Je comprends pas. Pour reprendre les sujets, est-ce que Verstappen est inarrêtable? La réponse est évidemment oui. Est-ce que Red Bull ou Verstappen sont trop insolents? La réponse est non. Chaque équipe qui a dominé la Formule 1 a été insolente. Ferrari, Mercedes récemment. Hamilton et Toto Wolff ont eu les mêmes comportements vis-à-vis des autres écuries du plateau. Ensuite, sur le pauvre Pérez, il faut quand même pas oublier qu'il était malade ce week-end. Ça lui fait une petite excuse. Il était quand même rapide malgré ça le dimanche. Quand Fabrice dit que... Il a fait une super montée. Hein, exactement. Quand Fabrice dit que Leclerc était la deuxième voiture la plus rapide derrière Verstappen, c'est faux. Checo était plus rapide que Leclerc, parce qu'il est parti 15e. Donc forcément, c'est la meilleure Ferrari, c'est la plus rapide. Bien sûr, derrière Red Bull. Voilà. Et... oui, sur la soif de record, effectivement, c'était la petite anecdote que j'avais. C'était un hommage à Dietrich Mateschitz, cet arrêt au stand. Et je trouve ça plutôt beau. Et ça, moi aussi. C'est vraiment très classe. Moi, j'ai adoré. Hein. Mais dans la discussion avec les ingénieurs, ils ont douté. Lui, il a dit non, j'y vais, quoi. Et en fait, le problème, c'est que si Ferrari avait fait ça avec 25 secondes d'avance, assurément, l'arrêt au stand se serait mal passé, ils auraient perdu la course. Mais malheureusement, Red Bull, ils font aucune erreur. Ferrari, c'est leur 800e podium, quand même. Il faut juste remettre l'église. Ils ont commencé plus tôt. Il faut juste remettre l'église au centre du village. Ferrari, c'est quand même une équipe leader et c'est son 800e podium. Donc quand les autres écuries en seront arrivées là, on pourra continuer à discuter. Mais il faut arrêter de déconner avec ça. Monsieur Pépone, ça fait combien d'années que vous n'êtes pas champion du monde? Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas champion du monde, monsieur le maire? Combien? On laisse un peu la place aux autres, sinon il n'y aurait pas de débat. 10 ans. 10 ans là, quoi, où on laissait la place aux autres. Bah oui, 10 années, tu penses. C'est plus que de la place. C'est 15, c'est 2008 la dernière fois. Ouais, 15 ans, plus que ça, Eric, merci. Verstappen, il fait aucune erreur en fait. Quand il était plus jeune, il faisait toujours des petites, parfois des petites conneries. Là, franchement, il est vraiment excellent. Il est excellent, il est dans une forme exceptionnelle. Olympique, c'est clair. Donc on peut comprendre dès lors, Eric, qu'une telle domination, je vais plager nos confrères d'Auto Hebdo, ils ont cité, elle est devenue écœurante. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Pourquoi ils disent ça? C'est qu'il y a un sentiment que rien ne peut arrêter Verstappen, y compris la FIA. C'est-à-dire que la FIA semble relativement indulgente avec Verstappen. Non, totalement indulgente. Je termine. Alors que Leclerc a pris une pénalité durant le shutout pour avoir gêné un concurrent, Verstappen, qui était à peu près dans la même situation, exactement la même, coupable d'avoir gêné Kevin Magnussen, il n'a pris aucune pénalité. Pourquoi c'est indulgent des commissaires? Je ne comprends pas, Eric. Non, il n'y a pas forcément d'indulgence. Par rapport au début de ta question, donc par rapport au Auto Hebdo, c'est que ils ont fait le travail parfait, la voiture parfaite, le pilote parfait, l'harmonie est parfaite. Et regarde, là où, oui, mais c'est là où ils ont joué, étaient plus malins les Anglais pour une fois, c'est que peut-être que la petite triche de l'année dernière où ils ont dépassé le budget, ça leur a permis de faire ce petit truc supplémentaire qui leur permet aujourd'hui de dominer. Alors, ils ont joué avec le règlement, il n'y a pas d'indulgence de la part de la FIA, ça j'y crois pas du tout. Maintenant, simplement, ils sont à la limite, mais eux ils sont à la limite, comme on dit, côté intérieur du trait, pas à l'extérieur, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris des pénalités ce week-end, c'est parce qu'ils y allaient franchement. Max, il a toujours été à la limite. Et c'est parce que la communication avec son team et son ingénieur se passe très bien. Il a dû franchir la ligne 2-3 fois, mais à chaque fois, il s'est arrêté avant de prendre la pénalité. Enfin voilà, ils font tout parfait parce qu'ils sont super sereins. On en avait parlé. La sérénité de cette équipe, elle est impressionnante. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font tout parfait. Donc effectivement, les journalistes appellent ça écœurant. Moi, j'appelle ça plutôt bravo, quoi. Ouais, et même on a vu, pour revenir sur la petite avance, le petit truc qu'ils ont eu l'année dernière. Tu as vu l'annonce de la FIA qui a demandé aux écuries qui avaient des filiales, des structures parallèles, comme pour notamment Red Bull, Mercedes, pour la Coupe de l'América, et qui permettait donc d'étaler des budgets sur des projets différents, mais après il y a des vases communicants, ça va être quand même plus difficile à l'avenir, donc ils sont quand même penchés sur le problème, et que effectivement s'il y avait des équipes qui travaillaient en doublon par ailleurs, ce sera plus possible à l'avenir. Un mot justement sur Red Bull et cette possible fin de domination. Est-ce qu'il va falloir attendre 2026? On a entendu les déclarations alarmistes de Verstappen et de Chouchou Horner pour la réglementation moteur. Je cite, je résume Horner. Pas assez de puissance de batterie, notamment pour assurer un tour rapide. Il est très critique également sur les nouveaux appendices aérodynamiques mobiles. En gros, il freine des 4 fers, Eric, ou les ferraristes, ou Guillaume, ou Anne-Sophie, ou même Laurent. J'accepterais même Laurent réagir à ce sujet. On sent que la nouvelle réglementation, il n'est pas hyper confort, le garçon.
Alors, c'est comme d'habitude, quand une équipe se plaint de quelque chose, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément au top de leur forme sur ce sujet. Donc, j'imagine qu'en termes de développement technologique électrique, ça doit coûter très cher. Et peut-être que Honda, aujourd'hui, enfin, en tout cas, la technologie que Red Bull a mise en place n'est pas forcément la meilleure. Et ils ont peur de se retrouver derrière avec... par rapport à des Renault, par rapport à des Ferrari ou des Mercedes. Donc je pense que c'est un sujet qui les intrigue. Ou alors un autre sujet, c'est qu'ils sont tellement bons dans leur gestion électrique aujourd'hui, ils savent qu'ils vont perdre un gros avantage en termes de performance. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a un sujet qui les préoccupe. Ouais, Anne-Sophie, Ouais, pour la défense de Christian. Non, je ne le défendrai pas. Effectivement, s'il n'est pas serein, c'est qu'il a des raisons de ne pas l'être. D'ailleurs, c'est partagé par Max Verstappen aussi, qui s'est un peu plaint du simulateur en disant que c'était catastrophique. Ils sont dans une position hyper confortable où ils ont la suprématie de la F1 en ce moment. Enfin, ils sont complètement au top du championnat. Une modification, enfin, ou un changement de réglementation, ça veut dire que ça remet en cause leur première place. On a aussi un Verstappen qui est très maniaque du contrôle, qui aime bien maîtriser sa voiture et l'aéroactive remet éventuellement ça en question. Il en parlait de lui-même. Voilà. Donc voilà, il y a plein de. Pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. On va voir, mais Guillaume Laurent. Non, moi, en préparant l'émission, je disais, je suis étonné. Préparer l'émission, toi. Tais-toi. Je suis étonné du comportement de Verstappen, qui, à un moment donné, a dit qu'il était pour des voitures, enfin, il était pour le pilotage, sachant que c'est un excellent pilote. Et donc, tu vois, il se dit, moins il y a d'assistance, plus j'ai mes chances. Et là, on a l'impression qu'il est en train de dire, ouais, mais tu vois, ça va être moins bien, ça va être. Alors que dans l'absolu, il devrait se dire, finalement, plus c'est dur, mieux c'est, parce que les pilotes pourront encore plus se différencier. Je suis juste étonné de ce pour conclure, Guillaume, il y a un rapide mot des Ferrari. Très rapidement, moi je pense que c'est la meilleure nouvelle de la semaine, ces petites sorties de Verstappen et de Horner, pour deux raisons. La première, c'est qu'on va peut-être avoir un championnat plus serré et des cartes qui vont être rejouées, rebattues en 2026. Puis la seconde raison, c'est ce qu'a dit Eric, c'est que peut-être les motoristes historiques comme Renault, donc Alpine, vont pouvoir profiter de cet avantage-là et peut-être qu'on aura... À condition qu'ils soient encore en Formule 1 à ce moment-là. Ils le seront. Peut-être que l'ère 2026 et 2030 sera l'ère Alpine. Allez, les tifosi, on sait que cette nouvelle réglementation est importante. Elle a permis à Honda de revenir, à Audi de venir. Donc, elle ne risque pas de changer. Hein. Il se met le doigt dans l'œil, l'ami Christian. Oui, moi je suis étonné quand même aussi pareil, de la réaction de Max. Il s'attend à quoi en fait? Il s'attend à passer les 10 prochaines années, à gagner toutes les courses, avec accoudé comme ça sur sa Formule 1. C'est déconné quoi. Et à un moment donné, c'est le jeu en fait. Hein. Si on remet en cause, puisque tout le monde a optimisé sa voiture, ok, Max et Red Bull ont dominé, il est temps de rebattre les cartes. Et peut-être qu'il continuera à dominer, j'en sais rien. Mais voilà, donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Alain? Oui, je suis d'accord avec Fabrice, il n'y a pas... t'es devant, tu as envie de rester devant, donc tu te plains de tout changement. Et puis voilà, c'est le jeu. Il n'y a rien qui m'étonne là-dedans. Allez, pour conclure, regardez la déclaration de Toto Wolff. Si Horner crie au loup, c'est que le projet moteur de Red Bull est en retard, effectivement. Pour lui, il n'y a pas photo. Allez, assez débattu autour du dernier Grand Prix. On va se projeter dans le prochain, mais avant, place au quiz F1, bien sûr. Alors Eric nous a beaucoup manqué la semaine dernière parce que ça a été une catastrophe le quiz F1 la semaine dernière. Ouais, viens sauver l'honneur parce que... Voilà. Alors j'ai essayé d'être un peu moins... j'ai baissé le niveau pour que tout le monde ait le bac cette année. Donc le quiz F1, le principe, vous le savez, c'est 4 questions, une réponse. Dès la première, vous rapportez 4 points, la seconde 3 points, 2 points, etc. Si vous répondez trop tôt, vous êtes éliminé pour la question. Je compte sur la régie pour compter les points et pour intervenir. Alors on commence avec un patron d'écurie. Oui, pardon, voilà. Je connais pas. C'est parti. Je me prénomme Torger Christian. Patron. Toto Wolff. Toto Wolff, 4 points pour Monsieur Laurent. Il y a un nom. Voilà. Toto, c'est pas... Ouais, allez, oui, il fallait trouver. Bravo. La deuxième question, c'était: je suis encore actionnaire de Williams. Mon épouse est pilote. Et j'ai 8 titres de constructeur à mon actif. Donc 4 points pour Laurent, 4 points pour Mercedes.
Un pilote. Soyez attentifs. J'ai remplacé Jacques Villeneuve chez BMW. J'ai remplacé Jacques Villeneuve chez BMW. Oh. Alors ça veut dire que quand je mets ça, c'est que vous êtes petit bras. Deuxième affirmation, frayeur au Canada. Robert Kubica. Robert Kubica. Infernal. Tu vas le dire avant. Je voulais le dire avant, mais j'étais pas sûr. Donc, Voilà. Ensuite, la troisième, c'était victoire au Canada l'année d'après, comme quoi parfois l'histoire de la Formule 1 est assez magique. Et je n'ai pas presque perdu la main, pardon, pour ce mélange de mots. Robert Kubica. Bah ouais. Oh là là. Oui, je suis désolé. Si des gens qui nous regardent n'ont jamais vu les images de sa voiture, c'est en Espagne, je crois qu'il se cartonne en rallye. En Italie. En Italie? Ouais. Ouais. Et allez voir les photos, les photos sont impressionnantes. Il prend un rail et il y a un rail. Accident, incroyable accident. Ah ouais, il a le rail de sécurité, en fait il prend le rail de face et il traverse la voiture de part en part et le rail il est de l'autre côté de la voiture, ça lui emporte un morceau du bras quoi. Voilà. Eric a pas mal d'histoires. Eric, C'était un de tes pilotes. C'était mon pilote, effectivement. Ouais. Au moment où ça s'est passé. Chez Lotus, ouais. Bah, s'il veut pas en dire plus, c'est qu'il n'en pense pas moins. Un patron d'écurie, soyez attentifs. Alors celle-là, elle me plaît bien. J'ai dirigé McLaren Honda. Eric Boulier. Oui. Ouais, mais c'est. Non, mais t'as donné un indice trop. Mais non, mais j'ai sûr que tu allais faire ça. Bah attends. Ouais, mais c'était un piège. Je me suis dit, ils vont sortir un Denis. Non, mais. C'est quoi ce Non, bordel? mais attends, mais tu déconnes, Olivier. Ah, mais comme il était beau, le petit Eric Boulier. Il a pas changé, il a une tête d'enfant toujours. Il y a une bouille d'enfant, moi je trouve, Eric. Alors, j'ai dirigé McLaren franchement, Honda. ouais, là je confirme, t'as vraiment baissé le niveau. Ouais. Je suis obligé. Patron de Grand Prix, j'ai dirigé Lotus F1 et la dernière affirmation était ORL F1, on refait la F1. Donc ça fait 4, 4 et 3 points, c'est ça en régie? 4 points pour Laurent, 7 points pour Guillaume. Non, 7 points pour Guillaume. Et oui. Il a eu les deux dernières. Kubica Ah et- putain, ouais, il revient fort. Les garçons, il faut revenir. Monsieur le Tipeee, il faut relever le niveau. Attention, un circuit. Prost est le recordman des victoires avec 4 premières places. Bon, la deuxième affirmation va être un test de rapidité. Mitterrand m'a presque... Manicourt. Mais je l'avais aussi la première fois, j'ai Non, hésité. c'est pas Manicourt. Ah, merde. Mitterrand m'a presque tué. Ah. Monaco. Mais non, Paul Ricard. Mitterrand m'a presque Ricard. tué. Paul Ricard, Merci. bonne réponse. Anne-Sophie, 3 points. Parce que je suis une Eric. Ah bah là, ouais, non, tu m'as un peu séché là. Bah Mitterrand, parce que Manicourt, et puis voilà, la troisième affirmation, c'est après que Mitterrand m'a presque Ouais, tué. C'est justement qu'on savait que c'était un circuit, donc il n'y a pas besoin de parler de Mitterrand et de la Nièvre. Ouais, c'était un piège. Troisième affirmation, Eccleston m'a ressuscité, et quatrième affirmation, bah oui, et quatrième affirmation, pastis. Et les Ferraris, il faut vous réveiller un peu. Attends, Ricard, merde. Oui. Et Castellet. Castellet, Paul J'ai une Ricard. nouvelle question. Ouais. Oh, ouais, On se fait punaise. notre quiz entre nous, hein, les gars. Ouais, parce que Pour Alain. ce qui se passe, c'est que J'ai d'ailleurs vendu des bières pendant les Grands Prix du Castellet quand j'étais T'as jeune. vendu des Ouais. bières. Ouais. D'accord, À écoute. 18 ans. Ah bah écoute. C'était mes premières. Ils en auraient fait foutre, on parle, ils en auraient fait foutre. Ouais, Voilà, ouais. mais Alors, on fait messieurs, notre- un peu de calme, s'il vous plaît. Hein Attention, les Ferraristes. Oh là Regarde, là. non, mais- Attends, vous avez organisé une latence de temps, Ouais. donc on entend les questions après et tout le truc. Ça marche. Non, ça s'appelle l'audition, monsieur. Mon père. Allez, zoom. C'est ça. Allez, soyez attentifs. Un pilote. Mais non, c'est lui qui met les yellow flags, donc il ne va pas se C'est ça, il mettre. ne va pas se mettre des yellow flags, évidemment. Messieurs, un peu de concentration. Un pilote. Il a la double nationalité. Je le savais. Romain Grosjean. Non, Leclerc. Bah arrêtez, laissez-moi terminer. Et je ne le savais pas, donc vous êtes déjà limité. Donc toi, tu as dit Romain Grosjean. Oui. Leclerc. Leclerc, et toi, tu as dit qui? Romain Grosjean. Voilà. C'est Leclerc. J'ai la double nationalité, je ne savais pas. Je suis à la fois britannique et belge. Mais t'as plus le droit maintenant. Belge. Et belge. Ah non. C'était quoi Non, mais Laurent. rien. Alors, je recommence. Il a la double nationalité, je suis à la fois britannique et belge. Lando Norris. Oui, voilà. C'est pas vrai. Ah ouais. Putain, j'aurais dû fermer ma gueule. C'était du sur-mesure pour vous, monsieur Diduca. J'ai dominé Ricciardo, bromance avec Sainz et pilote McLaren. Putain, je savais pas qu'il était belge. Moi non plus.
non plus. Je pensais à Albon, moi, parce que britannique et... Sa mère est belge. Sa mère est Sa belge. mère est belge. Ouais. Une fois. Ouais, comme Max. Une fois aussi. Une écurie pour conclure. Après, il n'y en aura plus. C'est le dernier. Donc pour l'instant, ça donne quoi au classement? On s'en fout, c'est Guillaume qui gagne à la fin, de toute façon. Donc, Non, moi j'ai des points là. Alors Laurent 4, Anne-Sophie 3, Alain 4, Guillaume 7. Aïe. Bon, Eric, Alain 4 et quelle moi déception, Eric. Quelle déception. Il a répondu avant toi. Une écurie, tu peux te rattraper sur celle-là. Une écurie, attention. La théière jaune. Renault. Bravo. Première victoire d'un moteur turbo. Champion du monde avec Williams et Red Bull. Champion du monde avec Fernando Alonso. Pourquoi la théière, Pourquoi la théière, Eric? Parce que c'est l'introduction des moteurs turbo au début, c'était un peu compliqué, sachant qu'en plus il y avait plus de 1500 chevaux dans les moteurs. Et ils cassaient les turbos en fait à chaque tour de qualif. Et quand on casse un turbo, comme il y a un système de refroidissement avec de l'eau, ça fait de la vapeur blanche. Et donc il y avait une grosse fumée qui sortait des voitures. Et donc les Anglais se moquaient un peu des Français en disant voilà, c'est la théière jaune en fait. Et en fait très vite la théière jaune a prouvé que le moteur turbo c'est ce qu'il fallait faire. Et C'est quoi, c'était Yellow Teapot, il disait? C'était le surnom? Ouais, c'est ça, c'était The Yellow Teapot. Comme quoi, Incroyable, Renault, hein. Guillaume a été vachement innovateur et Alpine aujourd'hui en matière de F1. On passe à vos pronos de Silverstone. Est-ce qu'on a les pronos de la semaine dernière en régie? On va garder un Verstappen en première position. On va prendre un Hamilton en seconde. Et en troisième, un Leclerc qui fera plaisir à Alain et Fabrice. Laurent. Verstappen, Hamilton, Russell. Mais le podium sera Verstappen en 1, Alonso en 2 et Charles Leclerc en 3. Ouais. Leclerc, Verstappen, Alonso. Max, Lewis et Charles. J'essaie de mettre Alonso en tête. Deuxième, je mettrais bien Hamilton. Et troisième, je mettrais bien, j'ai un trou, le pilote McLaren. Aidez-moi. Norris. Voilà. On a eu le résultat presque on n'a pas eu le résultat dans le désordre. Moi, j'ai bien senti Norris, j'en suis pas peu fier, mais il est fini 4e. Allez, on va essayer de faire mieux pour le Grand Prix de Silverstone. On commence par Anne-Sophie. Moi, je vais laisser Verstappen en premier. Bon, Ce serait quand même bête de ne pas le faire. Je vais mettre un Leclerc en 2 et un Pérez en 3. Laurent. Verstappen, je vais faire la même. Verstappen, Hamilton, Russell. Verstappen, Hamilton, Russell. Ah, Je me dis que les Anglais. Non, je me dis qu'ils vont essayer de se bouger un peu sur leur circuit, quoi. Ok. Pepone. Max, Charles, Carlos. Aïe. C'est pas possible. Pérez Changer un avant. petit peu, quoi. Mon père, donc Camille. Ah ben, je suis tout à fait d'accord, évidemment. Ok, donc Max, Leclerc et Sainz. Tu peux le dire? Ouais. Comme ça, on a archi pour la semaine prochaine. Ouais. Ben vas-y. Dis-le. Ah ouais, je le dis alors. Max, Charles, Carlos. Ok. Notre team principal. Écoutez, moi je vais dire Max, Charles et Lewis. Ah ouais. Ok. Alors moi, de mon côté, merci Tipeee. De mon côté, ce sera Verstappen, Pérez et Norris. Et moi, du coup, Et tu veux. Guillaume. Ah Moi, tu Guillaume, veux pas excusez-moi que Guillaume. En fait, vu que je suis toujours le plus proche, on veut m'éliminer pour pas que je gagne tout trop facilement. Donc le podium sera 1 Verstappen, 2 Pérez et 3 Hamilton. Sera. C'est-à-dire, tu m'aimes pas. Il est comme ça. Très Il est comme catégorique ça, et Guillaume. assertif. Ouais. Mais tu sais qu'on va revenir et puis la Mercedes marche bien à Silverstone. Bien, ce sera donc la conclusion de cette émission. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi, les amis. On se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais juste avant le prochain Grand Prix. C'est dans 15 jours, 3 semaines. Pour vérifier si vos pronos sont les bons. Vous le savez, On refait la F1. C'est le jeudi soir, la semaine d'un Grand Prix. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Ça fait super plaisir et ça booste l'algorithme de YouTube. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.